Valérie avait 39 ans quand le 14 décembre 2004, un coup de téléphone a fait basculer sa vie. Je suis à mon travail, Pascal est parti à son travail. Il me téléphone pour me dire qu'il ne rentrera pas manger. Bon, c'était pas inhabituel, donc voilà, c'était bien de me prévenir. Et peu de temps après, le commissariat de Chalon-sur-Saône me téléphone pour m'informer que Pascal est en arrestation parce qu'il est allé agresser une jeune femme à son domicile. Je comprenais pas trop, j'étais interloquée en fait. Mais quand même, j'ai quelques éléments par la police. C'est une agression sexuelle, il y avait une arme, il y avait une préméditation. Son mari a été pris en flagrant délit et incarcéré le matin même. Pendant que Valérie était à son travail, il s'est rendu chez une habitante de Chalon-sur-Saône. Une femme presque choisie au hasard, parce qu'elle a répondu à l'interphone. Déguisé en faux plombier, il lui a demandé d'aller ouvrir l'eau dans la salle de bain avant de se déshabiller. Pour la rejoindre, un couteau dans le slip. La jeune femme a eu de la chance. Son compagnon, couché dans la chambre voisine, a entendu ses cris et s'est précipité. Interrogé par la police, interrogé par la justice, pourchassé par la presse, parfois assailli de menaces et d'insultes, les familles des criminels payent souvent très cher des crimes qui ne sont pas les leurs et qu'elles ne s'expliquent même pas. C'est un procès douloureux qui s'ouvre à Dijon. Un homme de 58 ans est jugé pour le viol et le meurtre de Christelle Blétry. Une jeune femme de 20 ans tuée sauvagement de 123 coups de couteau. Cet homme, c'est Pascal Jardin, le père de Michael. Le plus choquant, c'était qu'il est commis l'irréparable et que, en tout cas, que ce soit mon père. À l'époque, Pascal Jardin était marié à Valérie. C'est des policiers qui me disent que mon ex-mari est en cours d'interpellation pour le meurtre de Christelle Blétry. Je l'ai obligé à monter, voilà, tirant avec le sac. Pascal Jardin, il y a quelques père années. de 2 Pascal enfants. Jardin vivait discrètement. Pascal Jardin avait refait sa vie en l'ADN de Pascal Jardin a été découvert. C'est vraiment le chaos, le choc, l'énorme surprise. En fait, en 48 heures, tout mon univers bascule. Une vie qui bascule, comme celle de tous les conjoints ou les enfants de criminels. Ma première réaction, c'est faux. C'est quoi ce film de merde? Non, c'est pas un film, c'est la réalité et c'est ton histoire qui s'écrit là. Comment admettre que l'homme qui vous a élevé avec amour et puis tout à coup violé et tué une fille de 20 ans? Ça n'a pas toujours été que le violeur et le meurtrier dont on peut parler dans les médias ou dans les journaux. Comment surmonter la colère, la haine et la honte que le crime d'un père inspire? Vous rentrez dans un nouveau cercle d'amis, on me dit « Tiens, je t'ai vu la semaine dernière à la télé. C'est pas joli ton papa. » On parle de dégâts collatéraux. Michael, c'est un enfant qui est déchiré. Il est en souffrance. Il est le fils de... Mais c'est pas l'assassin. En première instance, Pascal Jardin a pris perpétuité pour son crime. Mais il a fait appel de cette condamnation. Son fils va donc devoir revivre un nouveau procès d'assises, avec les mêmes questions. Qui croire? Son père ou la justice? Faut-il haïr ou soutenir? Condamner ou pardonner? Un ami me demandait « Mais dans 10-20 ans, quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas faire ?» Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, si bien sonner à ta porte. Bah, c'est con, mais ça reste mon père, quoi. Un lien que Michael est prêt à sauver.
à condition que son père avoue son crime. C'est tout l'enjeu de ce procès pour lui. Notre grande question aujourd'hui, c'est dans quelques années, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qui, papy? La réponse, on l'a pas. Dans l'actu cette semaine, c'est un procès douloureux qui s'ouvre à Dijon. Un homme de 58 ans est jugé pour le viol et le meurtre de Christelle Blétry, une jeune femme de 20 ans originaire de Blancy. L'accusé qui se glisse furtivement dans la souricière du palais de justice de Dijon s'appelle Pascal Jardin. C'est la deuxième fois qu'il comparaît pour l'un des crimes les plus violents en France, le viol et le meurtre d'une fille de 20 ans, Christelle Blétry. Un crime commis 22 ans plus tôt, en 1996, et que l'accusé a avoué avant de se rétracter. Condamné à la perpétuité, Pascal Jardin a fait appel. Il se dit innocent. Pour lui, c'est le procès de la dernière chance. Alors ça, c'est pour vous. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci mille fois. Dans la salle des pas perdus, une femme attire tous les regards. C'est la mère de la victime, Marie-Rose Blétry. Le combat va commencer. L'homme qui rejoint la cour d'assises quelques minutes plus tard se fait beaucoup plus discret. C'est le fils de l'accusé. Il n'a pas revu son père depuis le premier procès. Pour la deuxième fois, Michaël Jardin est appelé à témoigner en public. Pour la deuxième fois, il va revivre un crime dont il porte la honte depuis l'arrestation de son père. Je voudrais que les gens sachent que ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrive pas qu'aux autres et même si c'est pas toujours simple, dans ces moments-là, on se sent toujours seul. On n'imagine pas que c'est ma première réaction. C'est faux. C'est quoi ce film de merde? Non, c'est pas un film. C'est la réalité et c'est ton histoire qui s'écrit là. Et comme tous les enfants de criminels, Michaël Jardin va devoir choisir son camp. Avec ou contre son père. Mais pour l'instant, le propre fils de l'accusé n'a pas le droit d'entrer dans la salle d'audience. L'audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Et donc tous les enregistrements audiovisuels doivent être interrompus. Tant qu'il n'aura pas témoigné, la loi lui interdit d'assister au débat. Mais Michaël n'entend pas se laisser faire. Pendant que la cour procède au tirage au sort des jurés, il fait passer un message au président. Ah, mais je veux dire, vous n'avez pas à prendre la parole en audience. Vous me le dites à moi. Michaël veut témoigner le premier jour. C'est à prendre ou à laisser. À un moment, moi je suis venu parce que je vous ai accordé la chance de me voir. Vous avez accepté de me prendre. Contrairement à ce que monsieur le président leur a dit, c'était pas un caprice d'enfant gâté. C'était le caprice d'un enfant qui voulait avoir la vérité comme Marie-Rose. Ça, monsieur le président, il ne l'a pas compris. Michaël enrage, face à une justice qui ne le ménage pas. Quelques semaines plus tôt, les gendarmes l'ont cherché partout pour lui apporter sa convocation à témoigner, chez ses beaux-parents et même sur son lieu de travail devant tout le monde.
Entre les gendarmes qui se déplacent sur mon lieu de travail avec la mitraillette sous le nez des chefs, ou qui se déplacent en direct chez mes beaux-parents. Ils habitent à 400 mètres de chez moi, les gendarmes. À quel moment vous faites 15 km pour aller me trouver chez mes beaux-parents? La honte devant sa belle famille, la honte devant son patron et ses collègues. Leurs questions et des explications à fournir encore et encore sur cette convocation et le crime de son père. Michael encaisse le coup, mais il veut au moins que la justice lui accorde le droit d'assister à tout le procès. Le message, c'était faites-moi passer le premier jour. Vous m'interdisez pas de tribunal et de réponse pendant la période où j'ai pas le droit de venir au tribunal. C'est complètement dégueulasse. À quel moment on dit aux enfants ou aux conjoints de l'accusé vous êtes convoqués, mais vous n'avez pas le droit de venir avant telle date? Ce que Michael veut par-dessus tout, c'est voir la vidéo de la garde à vue de son père, le moment où il a avoué son crime avant de se rétracter. Elle doit être projetée à la cour d'assises. J'aimerais voir, ne serait-ce que sur les vidéos, quand il avoue, où visiblement il s'écroule en larmes pendant ses aveux, etc. Ça, c'est que des choses qui m'ont été rapportées. Mais bon, moi, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les entendre, ces choses-là. Je pense que, pour le coup, je serais capable de dire oui, il ment. Oui, il ment, ou il ne ment pas. Trancher, se débarrasser de ses doutes, c'est tout l'enjeu du procès pour Michael. Il a 10 jours pour y arriver. C'est pour cela que sa mère l'accompagne. Elle sait ce que son fils endure. En fait, Michael sait que ce procès, c'est sa dernière chance de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et même pourquoi ça s'est passé. Il sait qu'il n'y aura pas d'autres moments. Comme son fils, Valérie va subir un 2e procès d'assises à cause de son ex-mari. Car au moment du crime, elle vivait encore avec lui. Pourquoi j'ai rien vu? Pourquoi personne n'a rien vu? Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi un être humain est capable de faire ça? Ça m'a vraiment tourmentée. Des moments que le procès va raviver encore. Une fois de plus, Valérie va devoir témoigner devant tout le monde, raconter Pascal Jardin et surtout leur vie de couple la plus intime. Un cauchemar pour une mère qui devine trop bien la souffrance de celle qui pleure sa fille. Une épreuve pour une femme qui n'avait jamais imaginé que son mariage la conduirait à répondre à une cour d'assises. Alors là, on est dans un quartier résidentiel de Blanzy. C'est un quartier dans lequel j'ai vécu une quinzaine d'années avec mon ex-mari et mes enfants. À moins de 2 km du chemin où Christelle Blétry a été assassinée. On s'est rencontrés lors de sorties après le travail. Donc, il habitait le Creusot, moi j'habitais Montceau-les-Mines. Il était assez jovial, travailleur, il avait quand même quelques copains, voilà, une famille. Quelque temps après le mariage, j'ai eu 2 garçons, Michael et Dimitri. Michael était très calme, très attaché à son papa, sa maman. Dimitri était beaucoup plus turbulent, mais bon, c'était un petit garçon qui était quand même très affectueux. On était une famille, on s'occupait bien de nos enfants, de notre maison, voilà, donc on vivait honnêtement. Lorsqu'il y a eu toutes ces affaires, ça a effacé de ma mémoire tous les bons souvenirs que j'ai pu avoir pendant cette période. En fait, des bons souvenirs, j'en ai pas. J'en ai plus. Contrairement à sa mère,
Michael, lui, n'a pas réussi à effacer le souvenir de son père, ni des bons moments passés avec lui. Ici, je repense à des souvenirs d'enfance où c'est mon père qui m'a appris la pêche. C'était un moment privilégié à deux. À deux, au bord de l'eau, au soleil. Ça a été un père assez patient, assez professeur, je vais dire. Il m'apprenait une activité qu'il avait exercée quasiment toute sa vie. C'était une transmission, une sorte de patrimoine en fin de compte. C'était un père qui était assez fier quand même. Il aimait bien attraper le plus gros poisson. J'aimais beaucoup rentrer le soir à la maison et aller vers ma mère, lui dire « Regarde maman, t'as vu tous les poissons qu'on a pêchés avec papa ?» Il y a quand même eu des bons moments. C'est parfois difficile à les reconnaître, à les admettre, mais il y en a eu. Ces bons moments, ces baptêmes, ces vacances, ces Noëls heureux, Michael Jardin en garde les images précieusement, comme tout le monde. J'ai des photos en présence de ma mère et de mon père, des chiens qu'on avait. Des photos de vacances avec mon petit frère et mon père. C'est toujours d'amener à essayer de nous offrir ce qu'on voulait, des jeux vidéo de dernière génération, des vélos, tout ce qu'un enfant peut rêver quand il est jeune. Ça n'a pas toujours été que le violeur et le meurtrier dont on peut parler dans les médias ou dans les journaux. On se demande qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Il avait tout d'une vie normale, toute une vie pour réussir et s'épanouir correctement sans arriver à de telles atrocités. Pourquoi ? Pourquoi mon père est-il devenu un violeur, un tueur ? Ces questions, Michael se les pose sans cesse depuis l'arrestation de Jardin en 2014. C'est bien pour cela qu'il veut assister à tout le procès. Et il gagne. Touché, le président accepte qu'il témoigne dès le premier jour. Dans quelques instants, Michael va se retrouver face à un père à qui il n'a pas parlé depuis plusieurs années. C'est un homme bouleversé et tremblant qui arrive dans le prétoire. En rentrant dans la salle d'audience, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir dans les médias, derrière un carreau blindé, entre deux gardiens de prison. Il y a ce côté concret des films. Une fois de plus, Michael vient raconter à la cour et au public le père aimant, le père aimé, celui qu'il n'imaginait pas dans le box d'une cour d'assises, accusé du viol et du meurtre d'une fille de 20 ans. J'avais 6 ans à l'époque des faits. C'est ça la réalité, c'est que j'avais que 6 ans et on me demande d'établir plus ou moins un profil de mon père, témoin de moralité, ils appellent ça. J'ai exprimé ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire des souvenirs d'enfance dans les parcs d'attractions, les activités qu'on a pu avoir ensemble à la piscine, à la pêche, à la pétanque. En sortant, il m'a fait un petit signe de la tête en me remerciant. T'as pas à me remercier, j'ai rien dit de plus, j'ai rien dit de moins que la dernière fois. Droit dans ses bottes, Michael. Malgré le pire, malgré les trahisons. Car l'accusé a trahi 2 fois sa famille. La première fois, en 2004.
Valérie avait 39 ans quand le 14 décembre 2004, un coup de téléphone a fait basculer sa vie. Je suis à mon travail, parce qu'elle est partie à son travail. Il me téléphone pour me dire qu'il rentrera pas manger. Bon, c'était pas inhabituel, donc voilà, c'était bien de me prévenir. Et peu de temps après, le commissariat de Chalon-sur-Saône me téléphone pour m'informer que Pascal est en arrestation parce qu'il est allé agresser une jeune femme à son domicile. Je comprenais pas trop. J'étais interloquée en fait. Mais quand même, j'ai quelques éléments par la police. C'est une agression sexuelle, il y avait une arme, il y avait une préméditation. Son mari a été pris en flagrant délit et incarcéré le matin même. Pendant que Valérie était à son travail, il s'est rendu chez une habitante de Chalon-sur-Saône. Une femme presque choisie au hasard, parce qu'elle a répondu à l'interphone. Déguisé en faux plombier, il lui a demandé d'aller ouvrir l'eau dans la salle de bain avant de se déshabiller. Pour la rejoindre, un couteau dans le slip. La jeune femme a eu de la chance. Son compagnon, couché dans la chambre voisine, a entendu ses cris et s'est précipité. Je l'ai vu en slip et mon ex m'a dit « Fais gaffe, il y a un couteau derrière ». Et moi, je l'ai pris le couteau avant lui parce que lui, il voulait prendre avant moi pour me tuer. Je l'ai tenu par force comme ça, il s'est débattu, il se gueulait quoi, lâche-moi. Non, je le tenais fort pour la police y vient. Quelques coups de poing, la police qui débarque, et 2 heures plus tard, une Valérie médusée. C'est vraiment le chaos, le choc, l'énorme surprise pour moi, pour la famille, pour nos amis. C'est quelque chose d'incroyable. En fait, en 48 heures, tout mon univers bascule dans je ne sais pas quoi. C'était vraiment quelque chose d'inimaginable. C'est inimaginable. Comment concevoir que l'homme avec lequel on vit depuis 16 ans s'est tout à coup déguisé en plombier pour violer une femme? En état de choc, Valérie doit pourtant se reprendre. Elle doit annoncer à ses garçons de 9 et 15 ans que la police vient d'arrêter leur papa. Michael, il va savoir ça très vite, dès qu'il va rentrer du collège. J'essaye de trouver les mots justes, c'est pas facile, parce que moi-même, je comprends pas tout. À l'époque, en 2004, j'avais 15 ans. À 15 ans, je comprenais pas que mon père ait pu tenter de violer quelqu'un, et c'était assez incompréhensible quand même. Son père, un couteau dans le slip, prêt à violer une femme. Là aussi, c'est un choc, quand on a toujours cru qu'on avait un papa normal. Alors Michael biaise. Est-ce que finalement, c'est pas une mascarade? Est-ce qu'il l'a vraiment fait? On a toujours ce doute-là quand même. Valérie doit aussi trouver les mots pour l'annoncer au plus petit. Il n'a que 9 ans. Dimitri, c'est plus difficile parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il est dans le rejet et dans le déni complet. Donc, avec lui, ça sera toujours beaucoup plus compliqué. Toute l'actualité de la Côte d'Or. 6h12. Et dans l'actu cette semaine. Il va falloir faire face aussi à tout ce qui a été affiché dans la presse, qui s'est passé en boucle à la radio.
Je me rappelle, j'avais compté jusqu'à 12 fois cette annonce dans l'heure, en 1 heure, 12 fois. Dans l'actu cette semaine, il y avait un article avec son vrai nom, pratiquement notre adresse dans le journal, et alors que nous, on ne demandait rien à personne, c'était un petit peu salaud. Le nom de son père, en pleine page. La honte déjà. Et dès le lendemain, le regard des copains. Ma maman ne voulait pas que je retourne au collège parce que forcément, j'aurais pas forcément la tête dans les livres. Même si j'avais pas la tête dedans, c'est ce que je voulais. Je voulais y retourner, je voulais continuer. J'ai vite craqué, hein. J'ai peut-être fait 1 heure de cours avant de craquer et d'aller à l'infirmerie en pleurant. Quand j'ai raconté ça à l'infirmière du collège, elle a de suite été au centre de documentation pour supprimer les journaux qui pouvaient être dedans. Certains copains se sont inquiétés et à venir poser des questions. On se referme, on ne veut pas donner de réponse. Ça doit être des copains, on ne veut pas donner de réponse. J'ai reçu des coups de téléphone le soir, des menaces, des mots pas très sympas. T'es une salope et toute la panoplie qui va avec. Je trouve ça profondément injuste parce que le coupable, il n'y en a qu'un. En plus, on sait qui c'est. Donc, je me dis, c'est pas possible, quoi. Une maman qu'on insulte, un papa en prison. À 9 ans, Dimitri somatise. Dimitri, le moment du coucher, c'était toujours très, très compliqué. Il avait des petits comportements qui étaient pas anodins. Des fois, il voulait pas aller à l'école, il avait mal au ventre. Le soir, c'est pareil, il inventait toujours des choses. Les garçons iraient-ils mieux s'ils voyaient leur père ? Valérie, qui se retrouve seule du jour au lendemain avec un seul salaire pour s'occuper de la maison, des enfants, doit aussi décider si elle les laisse ou non aller le voir en prison. Alors moi, je les ai toujours laissés libres de garder ou pas le lien. Un ado, il sait déjà ce qu'il a envie de faire ou pas faire et on ne doit pas forcer les enfants. J'ai vite pris la décision d'aller le voir au parloir. J'avais envie de le voir, ça restait mon père. Michael n'a que 15 ans quand il pénètre pour la première fois en prison. Il y a le claquement des portes de prison. C'est froid, c'est sec, c'est métallique. C'est horrible. La première visite, c'était le bouleversement. On se saute dans les bras. T'as tout un tas d'émotions qui te viennent d'un coup. Forcément, t'es triste, apeuré, content à la fois. On lui posait des questions, c'était toujours détourné. Non, je voulais pas la tuer, non, je voulais pas la violer, mais qu'est-ce que tu voulais faire en slip dans sa salle de bain avec un couteau à la main, quoi. L'adolescent n'aura pas plus d'explications. Peut-être aussi parce qu'il ne veut pas en entendre davantage. Mais sa mère, elle, a besoin de comprendre. Et vite. Comment son mari en est-il arrivé là ? Est-ce un passage à l'acte isolé ? Une pulsion sexuelle refoulée depuis longtemps ? Peut-il guérir ? Peut-elle l'aider et encore sauver sa famille ? Je me dis, pétage de plomb, comparution immédiate, tout ça, ça va très vite. Ça va très vite. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été loupé. Pascal Jardin n'a jamais levé la main sur personne. Mais qui sait, si cet homme n'a pas brutalement changé, s'il n'est pas en train de devenir dangereux. Moi, je voulais avoir accès à l'analyse psychiatrique.
Donc je vais demander à Pascal qui me donne l'autorisation de consulter son dossier. Et là, j'ai un refus. Donc là, waouh, vous vous dites, attendez, je suis mariée, pour le meilleur et le pire. Et là, quand il y a le pire, on ne vous donne pas les éléments. Donc ça, c'est extrêmement difficile à entendre. Alors j'ai consulté un avocat. Je lui ai présenté les faits, le jugement. Et là, il m'a dit non, mais ça, c'est pas possible, c'est un pervers, sauvez-vous. Je me dis, peut-être il valide l'idée que j'étais en train de me faire, que voilà, il y avait des choses pas saines, malsaines. Donc ces choses malsaines, lui, il a mis des mots dessus. Avec courage, Valérie fait ses valises pour mettre sa famille à l'abri. Aux grandes dames de Jardin, quand il sort de prison, 8 mois plus tard. Quand on est rentré à la maison, il était content, il était libre, mais sauf qu'il n'était jamais revenu à la maison. Ma mère avait refait sa vie et nous, on ne vivait plus à la maison. Il a pété les plombs, a commencé de tout casser. Et à un moment, j'ai voulu l'arrêter et il m'a fait peur. Mais Michael est encore prêt à passer l'éponge, quitte à se raconter une histoire, pour sauver l'image de son père. On n'a jamais reparlé ni de la victime, ni même de cette fameuse fois où il m'a fait peur. Je mettais l'hypothèse du complot, qu'il s'était sûrement fait piéger, sûrement fait avoir. Et je voyais pas la vérité en face, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre mot à l'époque que je voulais pas voir. Mais en 2018, Michael ne peut plus s'aveugler. Les journalistes, le public, tous les regards sont braqués sur son père, l'accusé qui a tenu la région en haleine pendant 18 ans. Et surtout, assis dans la salle, Michael prend de plein fouet les détails du drame. Les photos de la scène de crime, l'audition du légiste et des policiers qui racontent tout. L'enlèvement, le viol, les cris, la terreur, la souffrance de Christelle, les 123 coups de couteau. « 123 coups de couteau, c'est pire que de l'acharnement, quoi. Je veux dire, j'ai fait le test sur un punching ball juste point fermé. Et 123 coups, je les ai pas faits. Je savais pas comment mon père, alcoolisé et fumeur depuis plus de 10 ans à l'époque, pouvait avoir fait ça, quoi. Je veux dire, sobre, j'y arrivais pas. Alors que j'avais bien plus de conditions physiques que lui. Je pouvais pas croire à ça. Michael résiste encore, et pourtant les faits sont là. Le corps d'une jeune femme de 20 ans portant de très nombreux coups de couteau a été retrouvé ce matin dans un fossé près de Blanzy, en Saône-et-Loire. La victime, une étudiante, a été découverte par un facteur qui faisait sa tournée. C'est sur ce chemin qui mène à la ferme de l'étang d'Ocle, à la sortie de Blanzy, que le cadavre a été découvert aux alentours de midi. On parlait d'une jeune femme assassinée à coups de couteau qui avait été jetée dans un fossé. Moi, je suis complètement abasourdie. Un vrai choc. 123 coups de couteau. L'un des meurtres les plus violents en France. Ce crime atroce, on ne savait pas trop si ça allait recommencer. Voilà, donc il y avait une sorte un petit peu de psychose. Blanzy, un crime, c'était juste impensable. Valérie est loin de se douter qu'elle connaît bien le meurtrier qui est tranquillement rentré chez lui après son crime, qui s'est préparé un sandwich à 2h du matin et s'est couché aux côtés de son épouse. Personne n'avait de soupçon sur rien. Voilà, nous, on
n'a personnellement jamais été interrogé sur cette affaire. Comme tous les habitants de Blanzy, Valérie s'est souvent demandé qui avait commis ce crime. Est-ce qu'elle le connaissait? Est-ce qu'elle avait pu le croiser dans la rue? Et comme tous, elle a été touchée par le combat que menait la mère de Christelle. Il faut qu'on sache pourquoi on a assassiné Christelle. Ça, c'est important pour nous. J'ai eu beaucoup d'admiration pour cette femme, j'en ai toujours. Elle était régulièrement sur le marché, elle vendait des brioches, elle organisait des soirées pour récolter des fonds. J'ai toujours admiré qu'on puisse déplacer des montagnes pour arriver à avoir des réponses. Et les années ont passé. En 2004, après l'affaire du faux plombier, Valérie a donc divorcé et déménagé. À sa sortie de prison, Pascal Jardin a lui aussi quitté la région. Il a refait sa vie dans les Landes et progressivement coupé les ponts avec ses fils. Mais jamais Valérie n'a imaginé qu'un autre crime les rattraperait encore. Un crime de 1996, le crime de Blanzy. Jamais elle n'a pensé qu'un jour, son fils se raccrocherait à la projection d'une vidéo pour comprendre ce qui leur tomberait dessus. Je pense que le moment où on va revoir ses aveux en vidéo, c'est peut-être là qu'il peut se passer quelque chose. Oui. Mais le jour tant attendu de la projection, le fils de l'accusé n'est pas dans la salle d'audience. Les images des aveux, je voulais les voir. Je voulais les voir et je pense que j'ai eu peur de les voir. J'ai eu peur de voir ces images et j'ai préféré me débiner, j'avoue. Au dernier moment, Michael n'a pas eu la force de faire face à la vidéo de son père, aux aveux qu'il avait prononcés 4 ans plus tôt, avant de se rétracter. Le 9 septembre 2014, Valérie s'apprête à partir travailler quand on sonne à la porte. Au retour de vacances, début du mois de septembre, un matin assez tôt, vers peut-être 6h30 ou 7h, ça sonne à la porte. Et là, c'est des policiers qui me disent voilà, il faut absolument qu'on vous parle. Et clairement, il m'annonce que mon ex-mari est en cours d'interpellation pour le meurtre de Christelle Blétry. Et là, je suis sonnée. Ma première question est mais vous êtes sûr? Les policiers me parlent des analyses ADN. Il n'y a plus aucun doute possible. Comment on peut être à ce point intégré familialement, socialement, professionnellement et faire des trucs pareils, quoi. 2004, 2014, je me dis mais ça finira jamais. Son ex-mari, arrêté dans les Landes, trahi par l'ADN prélevé au moment de son agression de 2004, Valérie ne peut pas y croire. Alors les policiers lui racontent. Pascal Jardin vient de tout avouer, dans le détail. Cette nuit glacée du 27 décembre 1996, cette jeune fille qui est apparue tout à coup dans ses phares vers minuit et demi. L'enlèvement, le viol, le meurtre. Anéantie par ce récit, Valérie comprend que son ex-mari a détruit la vie d'une famille et qu'il va une nouvelle fois
traumatiser la sienne. Mais une fois de plus, elle n'a pas le temps de s'effondrer. Comme en 2004, elle doit prévenir ses fils le plus vite possible. La dernière des choses que je veux, c'est qu'ils l'apprennent dans la presse. Pendant ma pause, ma conjointe m'a appelé, m'a fait savoir qu'il fallait pas que je traîne, que ma mère allait venir le midi et qu'il fallait vraiment pas que je traîne. J'ai pris la route un petit peu inquiet. Qui est mort, qui est dans le coma, qui a eu un accident. J'imaginais pas ma mère venir pour autre chose qu'un événement très très grave, quoi. J'arrive chez lui et je vais lui dire, tu te doutes bien que si je suis là l'après-midi, c'est que j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Je lui annonce que son père a été arrêté le matin, qu'il est le meurtrier de Christelle. C'est pas ce qu'elle me dit, mais j'entends encore. Ma tête comprend encore. Et sauf que cette fois, c'est pas une tentative, c'est des faits. Et le plus choquant, c'était qu'il est commis l'irréparable et en tout cas, que ce soit mon père, ce personnage, lui, c'est lui qui l'a fait. Le cauchemar qui recommence. La honte, encore. Cette fois, c'est la presse nationale qui annonce l'arrestation de Pascal Jardin. Le suspect fait la une de tous les 20 heures. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, un incroyable coup de théâtre dans l'affaire des disparus de l'Assis. Ce cold case résolu 18 ans après les faits. L'ADN a conduit à l'interpellation d'un suspect. Il est passé aux aveux. Voici la maison de Pascal Jardin. C'est ici qu'il a été interpellé 18 ans après l'assassinat de Christelle Blétry. Mon téléphone sonnait à longueur de journée, c'était des journalistes qui essayaient de me demander des infos et tout. Tu te sens vraiment persécuté, quoi. Il y a des journalistes qui traînent autour de ma maison, qui prennent des photos. Il y en a qui me contactent par mail, par téléphone. Et ça, je le vis très mal parce que je ne suis coupable de rien. J'ai juste envie qu'on me fiche la paix. C'est ici que Pascal Jardin s'était installé il y a quelques temps. Pascal Jardin vivait discrètement. Pascal Jardin avait refait sa vie. Pascal Jardin a été découvert. J'entends mon nom qui tourne en permanence. Tout ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et malgré toi, tu regardes. Ce sont les analyses ADN qui ont permis d'établir un profil génétique. Le meurtrier présumé était fiché depuis 2004. L'homme avait été condamné pour tentative d'agression sexuelle. L'ADN, une preuve matérielle majeure. Vous rentrez dans un cercle d'amis, on me dit « Tiens, je t'ai vu la semaine dernière à la télé. C'est pas joli ton papa. » Je sais, oui. C'est mon père, c'est pas moi. Il y avait ce côté où j'en voulais aux médias de le diffuser, et il y avait ce côté où je lui en voulais à lui, quoi. Je regardais les images avec une certaine haine et un mépris profond. Comme tous les proches d'un criminel, Mickaël va payer le crime de son père. Les policiers ont besoin d'entendre la famille de Pascal Jardin pour vérifier ses déclarations. Ils convoquent donc femmes et enfants. J'ai été convoqué par le commissaire Nedilko dans le commissariat de police de Dijon. J'arrive à l'accueil, je me rappelle d'une réaction assez froide. On a monté un étage, on a traversé un couloir, on a repris un demi-étage, on a retraversé des longs couloirs jusqu'à arriver à son bureau. On voyait bien que c'était sécurisé. Et ce côté, wow, ça y est, j'ai basculé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça a été de grosses heures de questions. Est-ce que je me souvenais de tel collègue?
Est-ce qu'il avait l'habitude de partir seul Est-ce que son père était violent, alcoolique? Est-ce qu'il fréquentait les prostituées? Est-ce qu'il avait toujours un couteau sur lui? Est-ce qu'il connaissait la victime? J'ai pas envie de protéger mon père à ce moment-là. J'ai vraiment envie d'avoir la vérité. J'avais rien à me reprocher, donc ce que je pouvais donner, je le donnais. C'est à ce moment-là que j'ai eu la suspicion que Christelle avait pu s'occuper de moi lors d'une colonie. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il l'aurait repéré? Je me suis vraiment posé beaucoup de questions à ce niveau-là. Il y a vraiment plein de sentiments qui me passent par la tête à ce moment-là. De l'amour, il y avait de la haine, il y avait de la tristesse, de la rancœur. Quand je suis ressorti, c'était l'effondrement. Je me rappelle avoir tenu tout le long de l'interrogatoire. Et après avoir passé la porte du commissariat, je me suis effondré dans les bras de ma femme. Je pouvais plus, on m'avait mis à nu. Cette épreuve du commissariat, Valérie aussi doit l'affronter. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Parce qu'au détour de son interrogatoire, le policier lui apprend quelque chose d'impensable. Pascal Jardin s'est trouvé une excuse. S'il a tué Christelle Blétry, c'est à cause de son épouse. Pourquoi t'as dévoré ma vie? Pourquoi a-t-elle dévoré ma vie? Qui ça? L'autre, mon ex. En 1996, c'est sa femme qui, pour lui, exerçait sur le couple, sur toute la famille, une empreinte faite d'autorité, de domination qu'il n'arrivait plus à gérer. Pascal Jardin aurait commis un crime parce que Valérie a dévoré sa vie. Il explique qu'en fin de compte, Christelle avait été une phase qui lui permettrait de repousser un petit peu plus dans le temps son retour à la maison, son retour à l'état normal, au contact de sa femme, dans sa maison, avec ses enfants. Et le policier d'essayer de comprendre. Comment cette femme aurait-elle pu inspirer un tel crime? Qui commandait à la maison? Quelle était la vie intime du couple? Est-ce qu'elle frustrait son mari? Sur le grill, Valérie vit un cauchemar. Comme si c'était à elle de se défendre des insinuations monstrueuses de son ex-mari. C'est une partie vraiment horrible de ses aveux, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. Michael non plus ne comprend pas. Comment son père peut-il se dédouaner ainsi sur sa mère? Pourquoi a-t-elle dévoré ma vie? Qui ça? L'autre, mon ex. Il accuse ma mère de lui avoir dévoré sa vie. S'il a déjà commis l'irréparable, et à l'entendre, c'est ma mère qui avait le couteau, c'est ma mère qui a forcé Christelle à la masturber. C'était horrible de lui faire porter le chapeau, c'est odieux. Des problèmes personnels, s'il y a bien une époque où il n'en avait pas, c'était bien celle-ci. Valérie lutte, mais les mots de Jardin sont puissants et font des dégâts. Son mari était-il malheureux, frustré, au point de tuer une autre femme? Est-ce qu'elle a pu le pousser à commettre le crime? Sans le vouloir, sans le savoir, est-ce possible? De quoi pourrait-elle être coupable? C'est une période où j'ai eu vraiment besoin du soutien de mon psy qui a décrypté les situations, qui m'a aidé à prendre un petit peu de distance avec les événements, ce qui est vraiment une étape très, très difficile. Il faudra des mois à Valérie pour retrouver sa confiance en elle et comprendre qu'elle n'est qu'une victime de plus de la perversité de son ex-mari.
C'est encore une victime. Il a trouvé quelqu'un qui le persécute. J'irai plus loin, une femme qui le persécute. Il me dit que c'est incurable. C'est ce côté un peu pervers et manipulateur qui est ressorti dans les expertises psychiatriques. C'est que c'était jamais de sa faute, en fait. Quoi qu'il lui arrivait dans la vie, c'était jamais de sa faute. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais d'autres questions surgissent encore, obsédantes. Comment Valérie n'a-t-elle rien remarqué après le crime ? Pendant des mois, elle s'est repassé le film. On cherche, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Quand il est rentré, j'ai pas entendu, pourquoi j'ai pas entendu. On cherche à se rattacher à des détails concrets. Inlassablement, Valérie a cherché les indices qui auraient pu trahir son ex-mari dans les jours qui ont suivi le crime. J'ai cherché effectivement à capter des expressions. Quelquefois, je les ai feuilletées, ces photos, avec des amis, avec de la famille. Et, on voit une personne tout à fait normale, un père de famille qui entoure ses enfants pour leurs anniversaires, qui participe à la vie familiale avec des repas. Rien ne transparaît absolument, personne ne se doute de rien. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que le meurtrier est parmi nous. Pendant 8 ans, Pascal Jardin a donné le change. Là encore, un anniversaire de Dimitri. Il s'apprête à souffler ses bougies. Christelle, à ce moment-là, est déjà morte. Et sur son expression, on voit rien. Un homme calme, posé, qui fait face à l'appareil photo sans problème. Un homme calme et posé. C'est aussi la figure que Pascal Jardin se donne devant la cour d'assises. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. La voix traîne, sans la moindre émotion. Horripilant. Dans la salle, Michael n'en peut plus. Comme la partie civile, il attend des aveux de son père. Moi, je voudrais qu'il parle. Déjà, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, parce que c'est important de connaître la vérité sur la mort de Christelle. C'est nécessaire. Et je pense que c'est aussi important pour ses enfants à lui. Ça, il ne l'a pas compris. Il ne l'a pas compris. Quand on voit dans l'état où il est, Michael, il a besoin de cette vérité. C'est pas une réponse indirecte que je donne. C'est d'un homme qui affronte ses actes, qui assume ses actes. Ce que je veux vraiment, c'est le voir avouer, l'entendre parler. J'espère jusqu'à la fin qu'il pourra le dire, qu'il pourra avouer, regarder Marie-Rose dans les yeux et dire qu'il est désolé, qu'il a été horrible, que son comportement a été inadmissible et impardonnable. Ce serait le minimum, le grand minimum. J'avais plus envie de m'investir, de m'accrocher. J'avais pas forcément de but. T'as l'impression que ta vie s'est fait, entre guillemets, voler. T'as la pire des erreurs qui a été faite et qui t'a été cachée toute ta vie. Et t'as du mal à accorder une valeur à l'éducation qu'il a pu t'apporter, les sentiments qu'il a pu te donner. Tu te dis, tout était fictif en fin de compte. À qui faire encore confiance quand celui qui vous a tout appris, tout donné, est capable d'un crime et d'un mensonge aussi énorme? En quel amour croire encore?
À la suite d'une soirée où on avait bu 2-3 verres avec des copains, j'ai eu un gros coup de blues quand tout le monde est parti et j'ai demandé à un copain de m'emmener aux urgences, que je me sentais vraiment pas bien. L'hôpital, les médecins, les infirmières, tout ça, on me prenait juste pour un fou qui avait bu 2-3 verres en trop. Ils ne croyaient pas à mon histoire, ils ne croyaient pas que je puisse être mal de ça, que ça puisse réellement m'arriver à moi. Michael a été interné 8 jours en hôpital psychiatrique. Et il lui a fallu de longs mois pour remonter la pente. J'ai un entourage d'amis assez exceptionnel qui me connaissait et qui savait qu'il fallait que je parle d'autre chose. Donc c'est là où ils m'ont vraiment apporté beaucoup, c'est que il fallait pas m'en parler, il fallait que j'avance. Les blancs, ça va être les 10. Tu mets quoi, 400 ? Je me suis beaucoup identifié et je me suis mis à sa place. Ça aurait très bien pu être moi à la place de Michael. Ça peut arriver à n'importe qui, je pense. Ça le dévorait au bout d'un moment. La seule chose qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est le faire déculpabiliser, peut-être dans le sens où lui redire que c'était pas lui, que c'était pas de sa faute et que malgré toute la pression qu'il y a eu sur lui à ce moment-là, il n'était pas responsable des actes qui ont été faits par son père, quoi. À l'approche du verdict, Michael se raccroche à ce qu'il a de plus précieux. Sa fille de 2 ans. Mais il peut aussi compter sur un soutien plus inattendu, celui de la mère de la victime. On avait ce besoin d'échanger, Marie-Rose et moi, de tout et de rien. De ce qui a pu se passer, de ce qui s'est réellement passé. Des aveux, on cherche des vérités. Du coup, je pense que c'est presque ce lien-là qu'on a, c'est qu'on a besoin de la vérité. C'est l'endroit où Christelle a passé la soirée jusqu'à chez moi, c'était 1,3 km. Donc tu vois. Ouais, mais c'est pas... Non. Donc, on parle de dégâts collatéraux. Michael, c'est un enfant qui est déchiré, il est en souffrance. Moi, c'est insupportable de voir ça. Je connais sa souffrance. Je ne peux que compatir. C'est pas lui l'assassin, c'est le fils. Il est le fils mais c'est pas l'assassin. Elle a conscience que je suis pas le tueur et j'ai conscience qu'elle n'est pas le policier qui l'a enfermée. C'est juste une mère. Elle était un calme, c'est incroyable. C'est mon père qui ne la regarde jamais droit dans les yeux. C'est horrible. C'est horrible parce qu'elle vit, je le souhaite à personne. Le regard de Marie-Rose était très important pour Michael parce qu'il était repositionné comme plus une victime et dans tous les cas, comme coupable de rien, non responsable des actes de son père, même s'il y a le lien du sang. Michael a senti la bienveillance de Marie-Rose. Ça lui a fait beaucoup de bien. Michael a pourtant tout tenté pour que son père assume son crime. Pour lui et pour Marie-Rose Blétry. Le président nous a accordé 5 minutes d'entrevue durant les pauses d'audience. À chaque fois, ma démarche était de lui dire « mais vas-y, balance, crache. » Il me jurait toujours droit dans les yeux qu'il avait rien fait, que c'était pas lui. Et quand je lui balançais qu'il y avait eu son ADN sur les sous-vêtements de Christelle, c'était fini, on n'était plus dans la conversation. Il est dans le déni complet. Michael n'y est pas arrivé. Mais le président va jouer une dernière carte pour faire vaciller Pascal Jardin.
il fait projeter une nouvelle fois ses aveux au public. Et cette fois, Michael est dans la salle. J'ai croisé cette fille que je ne connaissais pas. Je l'ai obligée à monter en la tirant avec le sac. Et là, j'ai sorti mon couteau qui était dans la voiture. Et elle s'est tellement mise à paniquer que j'ai paniqué aussi, puis c'était pas moi. Signé le petit monstre. Si. Signé le petit monstre. Parce que l'émotion pour, c'est pas le bon de la famille. Oui, tiens. Je sais que c'est qu'un enfant, Chanel. J'ai soulagement quand il demande pardon à la famille pendant les aveux. Le problème, c'est qu'il ne le fait plus derrière. C'est ça le plus gros du problème. En fait, il aurait continué dans ce sens-là pendant les audiences et au moins la demande du pardon à la famille, j'aurais voulu qu'il le fasse réellement. Le procès touche à sa fin. Le supplice des parties civiles et de Michael aussi. Mais lui doit encore endurer le réquisitoire de l'avocat général et la plaidoirie de la partie civile, qui ne vont évidemment pas ménager son père. Quand Maître Séban dit à la première plaidoirie que les membres de sa famille avaient honte de porter son nom, c'était un moment de braquage pour moi. J'ai pas honte de porter mon nom. Mon père devrait avoir honte d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est deux choses bien différentes. Agressé, bouleversé jusqu'au dernier moment. La défense a plaidé l'acquittement, mais Pascal Jardin risque une deuxième fois la perpétuité. Michael sait qu'il ne reverra peut-être plus jamais son père libre. Voilà, c'est l'instant de vérité. On attend, quoi qu'il en soit, c'est un énorme chagrin pour lui, l'issue de ce procès. Donc, une maman, quand elle sait que son enfant va avoir du chagrin, elle veut être près de lui. J'ai plus peur du jamais. J'ai plus peur. Je suis préparé. Je dis pas que je vais ressortir avec le sourire. Hein. Je vais certainement sortir en larmes. Mais j'ai pas peur. 6 heures plus tard, le verdict va tomber. Ce sont peut-être les dernières minutes où Michael va voir son père. La cour! À 21h, la sentence tombe, sans surprise. Perpétuité, assortie d'une peine de 20 ans de sûreté. Encore une fois. Quand le verdict tombe, c'est... wow, ça y est, c'est fait. La première fois, c'était sa mise en bière et Dijon, c'est son enterrement, quoi. C'était, ça y est, on ferme le couvercle, l'histoire est finie. Fin de l'histoire pour un fils et son père, une déchirure qu'un policier mesure bien. Le commissaire Nedilko, qui a arrêté mon père en 2014, est venu et le pauvre homme s'excusait de m'enlever mon père. Il était en larmes tout comme moi, il a juste fait son boulot. Vous en voulez pour moi? Vous n'allez pas vous en vouloir? Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Vous n'allez pas vous en vouloir. Courage. Courage. Touché par l'émotion de Michael, une femme vient le réconforter. Essaye que ta vie soit belle. Essaye de l'oublier. Je sais que tu pourras pas. Je pourrais pas. Mais tu le mets dans un tout petit coin de ton cœur. Tu sais, on a aussi
Voilà. Tout petit peu, tout petit peu. Un tout petit peu de ton cœur, mais que ça ne te bouffe pas. Continue ta vie, qu'elle soit belle, plus belle que celle que tu as eue jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été ça. Oui. Oui, mais bon, est-ce que tu as eu une maman? Non. Oui, j'ai eu ma maman, c'est sûr. Voilà, donc c'est pour ça. Allez. Merci. Marie-Rose, je me suis écroulé dans ses bras à pleurer. Elle aussi d'ailleurs, puisque elle aurait aimé les réponses que j'aurais aimé entendre. Et tous les deux à la fois tristes et soulagés de ces 10-15 jours intensifs. Il faut qu'il fasse de mélange. C'est forte. D'accord. Il faut... Deux ans après le procès de son père, Michael a eu une deuxième petite fille. Une joie pour toute la famille. Il y a eu une cassure tellement nette dans ma vie que je ne regarde pas trop en arrière et je profite plus de l'instant présent. C'est tous mes proches qui m'ont aidé à avancer. Je ne sais plus de qui est cette citation. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors là, je crois que je suis bien blindé, mais j'ai maintenant 2 petites filles, une femme avec qui je suis très heureux. Je pense que je suis blindé pour les aimer, les protéger, les chérir jusqu'à la fin de ma vie. Merci mon cœur. Allez, trésor. Je me pose toujours la question de dire c'est qui papy. J'appréhende beaucoup le jour où je dirai à mes enfants votre papy il est en prison. C'est pas l'erreur la plus bénigne pour laquelle on se retrouve en prison. C'est dire à une petite fille que son papy a violé une jeune femme. Je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus agréable à entendre. Ça va? T'as eu peur? Mon père me manque pas. Je crois que j'ai tout simplement plus de place en fait. Il fait plus partie de ma vie quoi. Aujourd'hui, j'ai absolument aucune envie d'aller le voir. Je me dis que si un jour je le fais, c'est parce que l'une de mes filles aura demandé à aller le voir. Mais je me dis même que ce serait pas avant leur majorité. Pour avoir connu les parloirs à l'âge de 14-15 ans, j'ai pas envie qu'une fille de moins de 10 ans rentre dans ce genre de lieu. Allez, venez les filles. Hello. Viens, ma belle. Viens. Je pense que l'avenir, pour moi, aujourd'hui, ça va être de construire ma famille. J'ai envie d'être mon propre patron, d'avoir ma propre entreprise, d'acheter ma maison, de tout simplement vivre la vie que chacun a le droit d'espérer. Maintenant, on va aller de l'avant. On va essayer d'oublier qu'il y a eu cette période bien assez difficile. Faut pas renier son passé, faut pas l'oublier totalement, mais faut juste vivre avec. Et pour vivre avec,
faut continuer à vivre normalement, tout simplement. Hein, ma puce ?